Cher Marco, Oui, salut Rudy. comment vas-tu? En- Bien, et toi? Très bien, très bien. Euh, nous avons titré cette heure avec une grande faute de français, ou je dirais un courage de réintroduire un nouveau nom, un nouveau verbe qui serait multilingué. Je sais pas si c'est très bon. Je laisse les linguistes débattre et choisir le bon terme. Ce qui est sûr, c'est que le terme manque. Le terme n'est pas là, donc on peut peut-être l'inventer. C'est au moins les libertés que peuvent se prendre des designers de jouer aussi avec la langue. Cher Marco, tu es professeur émérite de littérature française moderne et de littérature comparée à l'Université de Zurich en Suisse. Au-delà de ça, je t'ai connu avec différentes casquettes, mais l'une d'entre elles, c'était l'anniversaire de cette fondation euh, de sur les langues suisses, sur la multilinguisme suisse, et c'est un peu sur cette question-là que j'aimerais t'interroger et que tu exposes peut-être à l'ensemble du public comment se construit ce multilinguisme suisse, ce plurilinguisme suisse, à la fois dans les quatre langues officielle helvétique et peut-être dans ce rapport, et on avait travaillé un peu ça dans notre projet sur voyage entre les langues, la présence ou non-présence des langues d'émigration qui, bien entendu, sont souvent même parlées par plus de personnes que au moins la quatrième langue suisse. Euh, Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, en effet, je suis à la retraite depuis, émérité depuis 7 ans. J'étais prof de littérature comparée et je suis aussi président justement de cette fondation Earthly qui Je existe n'étais pas sûr depuis si plus. tu l'étais encore, c'est pour ça que j'ai pas osé Oui, euh, te oui, donner. donc, qui existe depuis plus de 50 ans, qui était donc fondée dans les années 60 du siècle passé. Et donc, dont le but n'est pas donc uniquement le multilinguisme, mais c'est de financer, de soutenir financièrement des projets culturels qui mettent en contact au moins deux régions linguistiques. Donc, il s'agit d'un concept de culture très large. Ça peut aller de traduction de livres, rencontres d'écrivains, un musée à Genève qui expose un artiste zurichois, etc., etc. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons collaboré avec toi, que ton entreprise avait réalisé 6 merveilleux projets dans toute la Suisse qui réunissaient justement non seulement les 4 langues nationales, mais aussi toutes les autres langues présentes en Suisse. Moi, je m'intéresse donc à ce verbe multilinguer de près parce que j'ai pas mal publié sur le sujet, ce que j'appelle penser entre les langues. C'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. J'ai participé, par exemple, au dictionnaire des intraduisibles de Barbara Cassin, qui est sorti en 2004. Et donc, vous connaissez certainement, c'est un grand projet européen, donc qui essaie de penser justement la philosophie entre les langues. Voilà, j'ai visité hier par hasard une exposition au Musée national à Zurich qui s'appelle Sprachenland Schweiz, donc Pays de langue suisse. Et si jamais quelqu'un passe par Zurich, je vous le recommande vivement. C'est une exposition qui est très bien faite, qui explique justement au public, un public très large, euh, la- 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 le côté multilingue de la Suisse qui existe depuis les débuts. Donc, en effet, c'est une construction politique d'abord qui fonctionne, à mon sens, de moins en moins. C'est-à-dire,
à Berne, bien sûr, à Berne, les politiciens suisses respectent avec beaucoup d'attention le plurilinguisme. Donc, il y a des lois linguistiques qui sont assez sévères. Donc, du point de vue de la politique suisse, tout fonctionne. Mais ce que je constate depuis longtemps, c'est que les Suisses, entre eux, entre elles, ne se parlent plus dans la langue de l'autre, mais utilisent ce que Barbara Cassin appelle le globish de plus en plus. Et je suis dans un grand débat en Suisse que j'ai lancé en partie euh, à, à beaucoup de niveaux, aussi au niveau politique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un État plurilingue où les gens ne se parlent plus dans leur propre langue, ne connaissent plus la langue de l'autre? Et c'est la raison pour laquelle je salue cette exposition au Musée national à Zurich, parce qu'ils arrivent bien à expliquer l'histoire des différentes langues. Nous avons des problèmes linguistiques de toutes sortes. Par exemple, la Suisse romande, où les patois n'existent pratiquement plus, il y a toute une histoire à expliquer pourquoi ça a été le cas. Bien sûr, c'est la France, la proximité de la France et la politique linguistique française qui a déraciné les patois. Au Tessin, la partie italienne de la Suisse, c'est la même chose. Il y a de très beaux dialectes, mais qui disparaissent de plus en plus. Les jeunes ne les parlent plus. Et en Suisse alémanique, nous avons une particularité que moi, dans la vie de tous les jours, nous parlons un dialecte. Si quelqu'un parmi vous comprend l'allemand et je parlerai mon dialecte, vous me comprendrez, vous suivrez difficilement. Donc, c'est un dialecte qui s'est arrêté, la langue s'est arrêtée avant la transformation linguistique exercée, faite par Luther. Donc, c'est une langue extrêmement intéressante parce qu'elle est très vieille, elle est archaïque, mais elle fait partie de la vie de tous les jours. Mais bien sûr, nous avons ce que nous appelons l'allemand standard. Donc, si j'écris une lettre, les journaux, les échanges officiels sont tous en bon allemand. Nous avons une quatrième langue qui est aussi une langue très riche, qui s'appelle Et c'est le rétro-romanche. Oui, Rodi? essentiel. Essentiel, puisque toi, tu viens aussi de cette région. Mais permets-moi quand même d'expliquer la situation du rétro-romanche. Actuellement, avec Rudi, vous avez des 65 000 parlants qui existent encore en Suisse. La grande majorité habite à Zurich. Donc le rétro-romanche se trouve, se vit dans les cantons des Grisons. C'est à l'extrême est de la Suisse. Si je dis la langue rétro-romanche, c'est pas exact parce qu'il y a 5 idiomes différents. Donc ça complique extrêmement la tâche. Le prof de linguistique à l'université de Zurich, près de qui j'ai étudié, Schmidt, il y a 30 ans, donné cadeau au rétro-romanche d'une langue générale, le romansch Krijun, qui est une langue artificielle qui a créé justement pour les contacts entre les 5 idiomes. Donc, vous vous rendez compte, donc, si je dis 5 idiomes, le Valader, Sourd-Sylvane, etc. Le Sourd-Sylvane, il y a peut-être 10 000 personnes. Donc, écrire des livres scolaires pour 10 000 personnes, vous vous rendez compte, il n'y a pas de marché. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. Mais le rétro-romanche est depuis, je ne sais plus exactement, mais si je ne me trompe pas, c'est depuis plus de 50 ans, c'est devenu une langue nationale officielle. Avant, c'était les 3 langues, l'italien, le français et l'allemand. Et Qu'est-ce que ça veut donc, dire, Marco? Ça veut dire que tout texte de loi, tout élément doit être traduit dans ces quatre langues, hein. voilà, voilà, ça c'est essentiel. Mais justement, il y a une loi. Ben, le plurilinguisme est un des piliers de l'État suisse. C'est ancré dans la confédération, une loi linguistique qui est compliquée, mais c'est ancré dans la loi. Donc, toute loi, euh, toute, euh, tout changement, toute initiative doit être formulée dans les 4 langues. Et
nous avons, c'est important, nous avons un système qui s'appelle le système territorial. Donc, dans chaque territoire, par exemple le territoire de la Suisse romande, la langue officielle, c'est le français. Donc, toute personne qui se trouve en Suisse romande doit être capable de au moins de comprendre le français. De plus en plus, parce qu'à Zurich, par exemple, nous avons plus de 80 000, ce que nous appelons les expats. Donc, sont des, parce que Zurich, c'est une ville très riche, c'est la ville des banques, des assurances, comme Genève. Donc, ça attire de plus en plus de personnes du monde entier qui n'ont aucun intérêt à apprendre l'allemand, c'est-à-dire la langue qu'on parle sur place. Donc, de plus en plus, dans ces grandes villes comme Genève ou Zurich, s'installe l'anglais comme une cinquième langue qui devient de plus en plus important. Et ces 90 000 personnes à Zurich ne sont plus obligées d'apprendre l'allemand, on communique avec eux en anglais. Je crois que c'est intéressant et tu l'as déjà dit, cette coutume ancienne suisse qui consistait à dire on doit passer au moins à son adolescence au moins 6 mois, voire une année dans l'autre partie de la Suisse pour apprendre la langue, qui était essentielle et qui aujourd'hui est remise en question par justement cet élément de transfert, ce globish qui permettent de pas rentrer dans la langue de l'autre. Et je crois que ça, on n'en a pas tellement parlé durant ces heures passées, c'est à quel point l'anglais, comme langue de transfert entre deux autres langues, est destructeur parce qu'on ne rentre plus dans la culture de l'autre. On reste à la surface, on reste uniquement dans cet élément de transfert, mais pas dans l'élément culturel que peut être une langue. Tout à fait. Ben, ce que tu veux dire, c'est pas tout à fait exact. Donc, il y avait pas, D'accord. disons, une coutume d'échange. C'était surtout les jeunes filles, entre guillemets, autour de l'âge de 15, 16 ans qui ont terminé leurs écoles. Ils étaient censés faire un stage en Suisse romande. Ça se faisait, mais ça se fait plus du tout. Et la fondation que je représente, la Fondation Oertli, nous soutenons surtout les échanges. Donc, nous sommes très intéressés à ce que les jeunes, après avoir fait, par exemple, le bac, la maturité, entrent en contact et même pendant la période scolaire, entrent en contact direct, vivant avec les autres parties. Mais ça aussi, là, je vous dis, parce que les universités en Suisse sont pratiquement toutes en anglais. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais par exemple, le Polytechnique de Zurich, qui est quand même une des universités mondialement les plus reconnues, après 2 ans, enfin, le master est uniquement en anglais. Donc, les jeunes n'ont plus intérêt. Par exemple, mon fils, qui a fait 8 ans de français au lycée et aux écoles primaires, etc., il ne parle plus français. Travaille dans un laboratoire de biochimie à l'Université de Zurich. Il y a quelqu'un de Paris, il y a Strasbourg, de Genève, ils se parlent en anglais. Donc, ça, c'est devenu la règle. Et donc, les jeunes n'ont plus intérêt à apprendre la langue de l'autre. Donc, c'est une. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Moi, j'ai deux Comment? questions, hein. J'ai cette question-là, et puis j'aimerais malgré tout relever une partie de la biographie que j'ai pas, qui m'intéresse beaucoup. C'est l'œuvre de Valère Novarina, c'est-à-dire cette dimension poétique et de jeu avec tout le corpus des langues en présence. Oui, alors, je parle de Valère. Alors, la première question, c'était que peut-on faire Ah, contre cette ben, écoute, moi, ce mouvement? je lutte depuis 30 ans. Tu as un représentant devant toi. Et ben, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Il y a, il faut créer des agences, il faut créer des soutiens pour amener, pour montrer aux jeunes la richesse de la pluralité des langues, la richesse de la rencontre avec l'autre dans sa langue, ou au moins il y avait une règle il y a 20 ans, 30 ans, on appelait ça la règle suisse, chacun parle sa langue et l'autre la comprend. Mais donc, il y a 7 ans, la Confédération a créé
un grand machin qui s'appelle Movetia. C'est une agence qui organise justement ces échanges, mais surtout au niveau international. Parce que vous savez que la Suisse ne fait pas partie de la communauté européenne. Donc, les jeunes étudiants ont plutôt des difficultés maintenant à pouvoir étudier dans une autre université européenne. Donc, ces Movetia facilitent cet accès. Aussi, les échanges nationaux. Mais d'abord, il faut motiver les jeunes. On peut obliger personne à apprendre à parler notre langue. Mais je vous dis, je suis en contact avec un collègue à l'université de Genève, Daniel Elmiger, qui prépare une grande étude sur ce désastre des écoles suisses. Daniel, il dit toujours, la Suisse, la Confédération des cantons, dépense chaque année 3 milliards de francs suisses. Et c'est pour rien. C'est vraiment jeté par la fenêtre. Parce qu'il essaie de montrer à quel point quelqu'un qui a fait 8 ans de français, 8 ans d'allemand en Suisse romande, n'arrive pas à s'entretenir avec. Donc, bon, je dramatise un peu, mais ça va dans ce sens. On a eu cette nuit une intervention pendant une bonne heure des universités de Québec qui Oui, critiquaient d'ailleurs les universités françaises aussi dans leur acceptance de l'anglais et soumission à l'anglais, etc. Il est assez intéressant à quel point à un moment il faut transformer les critères de qualification et d'évaluation des universités pour échapper en effet à ça. C'est d'un côté, on a je dirais le libéralisme de l'université, comment arriver à attirer le plus de monde possible à travers venant du monde entier. Et puis de l'autre côté, on a est-ce qu'on veut conserver sa langue, est-ce qu'on veut cultiver sa langue, pas uniquement conserver, mais cultiver pour que indéniablement cette langue fasse office de savoir et fasse office de recherche. Et une grande bonjour Vera, bonjour Marco, Vera. quel plaisir de te Et voir. moi aussi, plaisir Rien n'a partagé. changé quand Rudy parle, j'ai pas de chance. Non, non, non. C'est c'est juste, je pense il y a une des collègues précisément entre les lignes disent pour parler français, il faut aller en Afrique, il faut aller en Martinique, etc. Ça, c'est aussi une chance et ça, c'est peut-être notre c'est peut-être un autre français qui revient, mais qui peut aussi nous mettre à d'autres horizons. Et peut-être, ça, c'est aussi intéressant de renforcer ces axes qui, pour l'instant, sont moins cultivés que les axes vers la France, direct, etc. Et je trouve que c'est intéressant. Et je vois même à l'école polytechnique, il y a des étudiants maintenant de Mozambique, des Sénégal, etc. Ils parlent anglais, mais ils font des super études haut niveau en français et ça glisse petit à petit. Ils doivent le faire multilingue, plurilingue, mais c'est une subversion très tranquille qui se passe. Et pour moi, c'est un grand espoir. J'espère que tu as raison. Voilà, je suis toujours optimiste sur ça. Et une autre petite remarque, et après on se glisse aussi vers les Non, autres intervenants. il y a la question de Novarina que Oui, j'aimerais. oui, oui, je sais, Rudy. C'était juste une remarque, c'est qu'il est vraiment exemplaire en Suisse, c'est que les inscriptions, c'est dans la loi, dans l'administration, mais c'est dans l'espace public. Dans chaque bus, tu montes, tu as des conducteurs, des contrôleurs de tickets qui parlent au minimum 3 langues, et ça fait que, oui, ça diminue, mais quand même, on a, comme enfant, on a ce jeu de voyager entre les langues, dans un pays. Je sais, je reste optimiste, mais juste comme ça a marqué nos enfants aussi d'avoir ces inscriptions et lire, et ils ont vraiment le plaisir à découvrir ces mots. C'est peut-être pas la conversation, mais c'est une ouverture orale à cette diversité. Voilà, je reste sur l'optimisme. Alors, Valère Novarina, Rudy, bon, c'est un ami de longue date.
Moi, je l'ai connu par France Culture, mais ça fait au moins 30-35 ans. C'est une émission sur Rabelais. Et il y avait quelqu'un qui parlait, et ça m'a tout de suite fasciné, la manière dont Valère Novarine avait parlé de Rabelais, et sa femme, Roseliane Goldstein, qui est une actrice fabuleuse à l'époque, elle avait lu des textes de Rabelais, et à l'époque, j'ai donné un cours à l'Université de Zurich sur la philosophie de l'acteur. J'ai tout de suite pris le téléphone, je lui ai téléphoné, j'ai dit, écoutez, monsieur Verina, vous avez-vous intérêt à venir à Zurich dans ce cours? Et il a tout de suite accepté et depuis là, je suis en contact. Donc, Valère Novarine, je crois qu'il ne faut pas le présenter. Pour moi, Valère, il est éminemment important parce que il pense justement, même pas entre les langues, parce que Valère ne sait que le français. Euh, mais il parle un français qui est ouvert vers toutes les langues. L'œuvre de Novarina est traduite au moins dans une vingtaine de langues et je suis en contact avec beaucoup parce que toutes et tous ces traducteurs. D'ailleurs, j'ai organisé avec Constantin Bobas de l'Université de Lille il y a 2 ans une rencontre au théâtre de la Colline à Paris. Nous avons appelé la République. Non, ça fait quand même, ça fait 4 ans, excusez-moi. Au théâtre de la Colline, ça s'appelait euh, la République des traducteurs. Et nous avons invité 12 traductrices, traducteurs du monde entier, hein, Brésil, Japon, Chine, etc. Et nous avons, c'est qu'à la théâtre de la Colline, il y avait un grand écran, là où se trouve la scène, et constamment, nous avons projeté un texte au milieu, un court texte de Valère. Et les traducteurs, traductrices avaient, chacune avait un ordinateur. Et donc, ils pouvaient commencer à traduire ce bref passage, c'était sur 3 ou 4 traductrices, et donc apparaissaient en même temps 3 langues, parfois dans des écritures différentes, en japonais, en chinois, en hébreu. Et Constantin et moi, nous avons des microphones, nous avons pu parler avec les traducteurs et traductrices, et c'était éminemment intéressant. Pour moi, c'était une idée d'une mondialisation vraiment réussie qui passe, bien sûr, nous avons tous et toutes parlé français, mais nous intéressions aux différences qui surgissent dans les traductions, parce que ce qui est important dans la traduction, c'est pas le paquet qu'on passe d'une langue à une autre, c'est pas l'équivalence qui m'intéresse, mais ce qui dérange. Par exemple, le fait qu'en russe, il y ait deux mots, 2 concepts pour dire vérité. Si je traduis du russe, que je ne comprends pas, mais si je traduisais du russe vers l'allemand, je devrais, à chaque fois que je dis Wahrheit, vérité, je devrais réfléchir à est-ce que c'est une vérité éthique, est-ce que c'est une vérité pratique. Donc, la traduction nous oblige à regarder de près. Donc, ça, c'est l'idée générale du vocabulaire européen des philosophies. Retour à Novarina. Donc, Novarina, j'irai d'ailleurs dans quelques semaines à Paris parce que Valère donne du nouveau à la colline son nouveau spectacle qui s'appelle Les personnages de la pensée. Le langage de Valère est très curieux. C'est pas un français normal, c'est un français qui qui creuse, qui creuse la langue, qui ouvre la langue, euh, qui essaie, bien sûr, c'est un grand metteur en scène, c'est un grand auteur de théâtre, qui essaie de penser l'acte de la présentation sur scène. Quel est le rapport entre le corps et le langage? Et là, de ce point de vue-là, je crois, et Valère est aussi peintre, donc tous les décors de scène sont toujours produits par lui. Donc je crois que dans ce sens-là, Valère est un des grands artistes de notre époque qui non seulement multilingue, mais qui va au fond de la langue, à la respiration, à la corporalité du langage, d'où naissent toutes les langues. C'est la raison pour laquelle beaucoup de traductrices et traducteurs importants du monde entier s'intéressent à son théâtre. Donc là, vous avez en France, je crois, un grand artiste euh, qui, personnage de la pensée. Donc, pour Valère, la pensée,
c'est pas quelque chose, c'est pas de l'ordre du concept, c'est pas de l'ordre d'une pensée mentale. Ça, c'est en liaison intense, intensissime avec le langage. Mais c'est pas un philosophe, voilà, c'est un grand artiste, un poète, un auteur de théâtre, et donc il s'est inspiré d'Artaud, bien sûr. Mais j'espère que Valère peut continuer encore, parce qu'il a quand même plus de 80 ans, qu'il puisse continuer à produire des pièces de théâtre. Nous en avons besoin. Grand Donc, merci. j'arrête là. Je pourrais Oui, parler à longueur d'heure si vous voulez. je sais. Grand merci. Tu restes quand même ici parce que je ne suis pas tout à fait sûr si Greta Franklin est là, parce que je ne vois pas. Non, non, Rudy, non. Non, elle n'est Non, pas là, non. Non. malheureusement, il y a un problème de connexion et on a le plaisir de rester encore un peu avec Marcos. Et lui, il trouve aussi ça un plaisir. Allez-y, c'est un plaisir. Super. Donc, Rudy, tu as Donc, la liberté. je pense que cette notion de penser le multilinguisme, penser en plusieurs langues, est, je crois, un élément sur lequel on peut peut-être encore approfondir. On a eu beaucoup de personnes qui aujourd'hui considèrent que, par exemple, les langues régionales, contrairement à ce qui était promu toujours par l'éducation nationale dans les années 60, 70 et même 80, que aujourd'hui, le fait d'avoir deux langues, le fait de jouer avec deux langues est plutôt un avantage plutôt qu'un inconvénient et plutôt une ouverture de l'esprit plutôt qu'une fermeture. Euh, et j'aimerais bien, alors peut-être me souvenir d'un ou deux séminaires que nous avons fait ensemble. Lorsque nous avions encore notre institut à Zurich, et où on avait essayé de travailler sur le langage des signes en rapport à ce multilinguisme, en essayant de comprendre si ces langages de signes étaient vraiment aussi internationaux qu'on veut bien toujours le dire, de dire l'image est translinguistique ou traverse les langues, alors on était arrivé, je crois, à cette conclusion, on avait bien des manières de représenter, des manières et des manières de décoder l'image qui dépendaient aussi des langues. Peut-être un petit, oui. Oui, tout à fait. Je me rappelle bien, ça fait quand même presque 20 ans, ou même plus de 20 ans, de ces deux séminaires. Donc, toi, tes étudiants venant du monde des images et mes étudiantes venant de littérature comparée, je me rappelle que c'était très productif. Oui. Euh, j'ai pas mal publié, j'ai lu des livres qui s'appellent Penser en langue. Donc, pour moi, la et si j'étais pensé en langue, c'est bon, je suis comparatiste, je suis littéraire, je suis pas, j'ai aussi un petit côté philosophe, mais c'est surtout la littérature qui m'intéresse, la poésie. J'ai aussi pas mal traduit, j'ai écrit beaucoup sur des traductions concrètes dans les langues nationales, et je souscris immédiatement à ce que tu viens de dire, que c'est une richesse. Ça enrichit la pensée. Et c'est ce côté, disons, de connaissance, mais aussi un côté important politique. Euh, Parce que s'ouvrir vers l'autre, respecter l'autre. Je pense par exemple aux écrits de Hannah Arendt. Pour elle, le plurilinguisme était essentiel. Elle a dit l'idée, elle a écrit ça dans les années 1960, à une époque où le globish ne se manifestait pas encore comme il le fait aujourd'hui. Elle avait dit une langue universelle, c'est un cauchemar, c'est l'horreur absolue. Et elle avait avancé l'exemple de table. Elle a dit que dire table au tisch, au tavola, euh, c'est pas la même chose. Elle avait parlé d'une die Verschiedenheit der Welt. Ça veut dire il y a une diversité du monde. Nous ne pouvons pas partir du fait que la table à laquelle je suis assis soit la même pour vous tous. Comme tu viens de dire, l'approche au monde, à moi-même, à travers une langue, qualifie cette approche.
Et bien sûr, c'est Barbara Cassin qui théorise tout ça d'une manière merveilleuse. Je crois qu'il y a essentiellement deux approches au monde et à la langue. Il y a une approche qu'elle appelle ontologique, c'est surtout la manière dont procède Heidegger. Ça veut dire l'idée qu'il y ait une chose, comme le font aussi les sciences naturelles. Les scientifiques, ils considèrent bien sûr, dans leur pensée méthodique, dans leur méthode, mais ils pensent que lorsqu'ils étudient un microbe ou un virus au Japon et s'ils le font au Canada ou en Suisse, c'est toujours le même microbe. Donc il y a quelque chose, une chose, et c'est aussi l'idée de l'être de Heidegger, est partout le même. Bien sûr, là, les langues font obstacle. Et nous savons tous que le monde scientifique aujourd'hui, il parle anglais depuis 20 ans, 30 ans, c'est fini, l'allemand, français, fini, fini. Si vous voulez vraiment être reconnu, il faut publier en anglais. Donc, la multitude des langues fait obstacle. Et de l'autre côté, c'est ce que Barbara appelle la logologie. C'est un terme qui vient de Novalis, dans un merveilleux texte qui s'appelle le monologue. Le logologue, comme Jacques Lacan, par exemple, il pense qu'on part de mots. Notre approche au monde passe par les mots, et surtout par le fait qu'il y ait justement plusieurs langues. Plusieurs langues. Et là se pose par exemple la question philosophique fondamentale des homonymies. Par exemple, si je dis en français vert, il y a au moins 5 ou 6 significations différentes. Bien sûr, c'est le contexte qui décide, mais quand même, lorsqu'on est poète, lorsqu'on écrit des poésies, on lit des poésies, il faut prendre en considération un ensemble, parce que le mot, c'est pas uniquement un concept, mais c'est d'abord une tonalité, c'est un ton. Il y a une musicalité des langues. Donc, si je lis, par exemple, Mallarmé, il utilise le mot vers, par exemple, le vers en poésie, bien sûr que je dois penser aux autres significations de vers. Donc, penser en langue, ça veut dire, c'est une pensée musicale en même temps. C'est une chambre d'écho qui s'ouvre aussi vers d'autres langues. Si je lis, je parle au moins 5 ou 6 langues. Si j'entends une langue, j'ai une langue, ça m'arrive parfois de voir dans une langue donnée une autre langue. Et parfois, ça ouvre le texte, ça ouvre le discours. Donc, je crois que c'est une richesse tout à fait concrète dont la Suisse n'est plus consciente. Moi, si j'explique ça aux politiciennes et politiciens, ils regardent les yeux grands et ils me comprennent, mais ça ne les intéresse pas. L'approche, majoritairement, aujourd'hui, qu'est-ce que je dis, c'est partout la même chose, c'est une approche pragmatique. La langue est un instrument, il doit avant tout servir à traduire un concept qui est préfigé, qui est déjà donné, et c'est une manière possible de penser, mais c'est pas la mienne, c'est pas celle de Barbara, c'est pas celle de Novarina, etc. Merci beaucoup, cher Marco. Je crois qu'on a notre Greta Franklin qui doit être en cours d'arrivée, je, pardon? Non, juste le temps qu'elle arrive, moi j'avais Oui. une Vas-y, toute petite littérature que vous avez beaucoup multilinguée, et ma question c'est est-ce qu'il y a des monolingues aujourd'hui, à votre avis? Est-ce que Écoutez, je pourrais citer Derrida, le monolinguisme de l'autre. Il n'y a pas de monolingue. Chaque langue est ouverte vers les autres. Et surtout, par exemple, notre allemand est ouvert vers le français, vers les pays, les langues proches. Mais le concept du monolingue, c'est un faux concept. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est la pauvreté de ce pauvre globiche. Et si je dis globiche, je suis Barbara, parce que le plus grand danger pour l'anglais, c'est le globiche. Parce que l'anglais se perd de plus en plus en des régionalismes. Il n'y a pas d'académie française pour l'anglais. Donc, c'est une langue qui flotte, c'est une merveilleuse langue. Moi, j'ai donné des cours sur Shakespeare à Zurich. Donc, c'est pas contre l'anglais, mais c'est contre cet emploi monolingue absurde
et très dangereux que je lutte. Dans la charte, charte des diversités des cultures de l'UNESCO, ces tubes de langue sont appelés des langues meurtrières, killer languages, parce qu'ils font effacer la diversité en faciliter la conversation, sauf ça ignore aussi tous les malentendus, tous les non-précisions qui, on aurait normalement une intervention d'une traductrice qui traduit au Parlement européen et qui aurait parlé des conséquences diplomatiques sur les malentendus d'une globish dans un globish, Oui. où on pense on se compris, mais les conséquences politiques de ces malentendus sont parfois catastrophiques. Et elle défend des conférences plus longues, mais des traductions d'une langue à l'autre et des échanges qui font vraiment un échange de traduction. Et je trouve ça assez important de voir que les langues dominantes ont une responsabilité dans leur intérêt eux-mêmes de faire vivre la diversité de langues. Et il y a, je pense que c'était Anna Stevenato, je ne sais plus exactement, qui a dit il faut aussi, ça fait du bien à la langue elle-même et ça peut réconcilier et soigner la langue, qu'elle n'est pas la langue facile, pragmatique, mais qu'elle est quand même la langue de la conversation. C'était encore Doudou Dienne qui a dit il ne s'agit pas de communiquer, mais de se raconter, parce que dans le raconter, on travaille sur exactement ces écarts. Et si encore ce sont des écarts, il y a encore une relation, mais c'est gap, pour utiliser l'anglais, qui se produisent dans cette idée qu'on peut vraiment traduire sans trahir. Oui. Écoute, je crois que je vais brièvement enchaîner là-dessus. Tu parles d'une responsabilité politique. Moi, je dirais même c'est une responsabilité éthique. Parce que, comme je viens de dire, il y va de l'autre. Il y va d'une dimension, Hannah Arendt l'a répété maintes fois, il y va d'une dimension de l'ouverture vers l'autre, qui passe par le plurilinguisme, par le fait qu'il n'y ait pas de monolingue, que le monolinguisme de l'autre, ça veut dire je parle, ma langue n'est jamais close, c'est pas un système clos. Les langues sont ouvertes vers les autres, et s'ouvrir vers l'autre, c'est quand même un acte politique républicain essentiel. Qui aujourd'hui, dans ce pragmatisme, on pourrait parler longuement, je ne sais pas si c'est un de vos sujets pendant ces 24 heures, de ces nouvelles machines de traduction automatique. Autour de moi, personne ne traduit, enfin, je parle même de manière pragmatique. Les journalistes, les universitaires même, ils utilisent le DeepL. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passera? Seulement, c'est une catastrophe mondiale à laquelle on n'a pas encore tout à fait... Bon, on ne peut rien faire parce que ce pragmatisme passe, hein, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un élève n'est plus devant un texte en allemand qu'il devait traduire en français? Et toutes les questions qui surgissent, surtout concernant les concepts, s'il y a juste une machine, tu tapes et après 10 secondes, même une seconde, le texte apparaît. Donc, c'est l'imagination qui est mise hors fonction, la capacité de concevoir des idées, de les préciser. Donc, tout ça, aujourd'hui, nous vivons dans un monde vraiment difficile. Dernier commentaire, c'est pas une question. Non. Pardon, juste un commentaire, puisque ces 24 heures s'appellent 24 heures pour écouter parler. Je voulais juste préciser que si on prend la langue
par le biais de écouter. Écouter, c'est forcément plurilingue. On n'entend jamais une seule langue. Il n'y a aucun cerveau au monde qui n'est pas confronté au plurilinguisme dans l'écoute. Voilà. C'était juste ce commentaire-là. Cher Greta, merci beaucoup Marco. Chère Greta Franklin, vous êtes présidente de l'association Les Langues Autrement, et je crois qu'on peut, par ce fait-là, directement continuer la conversation. On est bien aussi dans cette approche multilingue de notre monde, et j'aurais tendance à vous poser peut-être une question. Vous êtes néerlandaise d'origine. En fait, je suis flamande d'origine, donc la partie flamande qui parle néerlandais dans le nord de la Belgique. D'accord. Et je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans sans connaître aucun mot de français, donc plonger directement dans la langue française pour essayer de comprendre. Et ça m'a donné la passion des langues et l'importance parce que j'ai été obligée de garder ma langue maternelle à la maison. Et du coup, ça m'a donné la passion dans mes recherches de comprendre pourquoi c'est tellement important de respecter la langue maternelle de quelle qu'elle soit. Alors, je dis bien quelle qu'elle soit. Ça peut être les langues régionales, ça peut être un dialecte d'Afrique, une langue. C'est très important parce que sans cette base solide dans mes recherches, j'ai compris qu'on ne pouvait pas apprendre le français si on ne maîtrise pas correctement la langue maternelle. Donc, ça m'a donné l'idée donc d'écrire un livre à ce sujet pour inciter les parents à garder la langue maternelle à la maison pour que les enfants apprennent mieux le français par la suite. Et du coup, nous avons créé à Château-Thierry une association qui s'appelle Les Langues Autrement, où je mets en valeur la langue maternelle de chacun. Donc, on fait des ateliers pour donner l'envie aux personnes d'utiliser leur langue et faire en sorte que les autres enfants francophones puissent aussi entendre d'autres langues. Et on a fait, par exemple, la première fois, c'était il y a 7 ou 8 ans, on a fait Raconte-moi ton pain dans ta langue, où chaque animateur avait le droit donc utiliser sa langue pour montrer comment on fait du pain. Et là, on a fait un petit court-métrage et c'était juste magique parce qu'un enfant très jeune comprend très bien quand je lui disais en flamand geef me het zout en de melk en het water, quand il voit l'objet, après on a fait la même main en tout et c'est juste magique de transmettre comme ça. Et comme on est dans la ville de Château-Thierry, qui est la ville natale de Jean de La Fontaine, on a eu l'idée pour les 400 ans de Jean de La Fontaine de faire un petit court-métrage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est sur YouTube, tout le monde peut le voir. Si on tape Raconte-moi La Fontaine dans ta langue, et là vous allez voir 3 fables de La Fontaine dites chacune dans 30 langues différentes parlées à Château-Thierry. Et là c'est juste magique parce que ça permet d'entendre, donc vous avez dit tout à l'heure que c'est important d'entendre d'autres sonorités pour justement, et le respect, enfin pour moi c'est très important, le respect de la langue de l'autre. Alors, on a fait plusieurs workshops, notamment dans un projet développé avec Marco sur l'écrit, sur comment arriver à faire que des enfants qui émanent de cultures où la calligraphie n'est pas la calligraphie latine retrouvent aussi ce plaisir de leurs signes. Et on s'est aperçu qu'il y avait c'était d'une grande difficulté, notamment, bien entendu, lorsque ces cultures sont plutôt des cultures non valorisées dans l'endroit. Et moi, la question que j'aimerais beaucoup travailler avec vous, c'est celle de comment arriver à faire que ces langues, justement, qui ne sont pas valorisées, ces langues peut-être dont certains ont même honte, arrivent à s'exprimer, à être même, je dirais, admiré par tout un chacun. Mais pour moi, c'est capital justement le rôle de nos associations et il y en a plein d'autres qui existent en France qui font ce travail merveilleux. Je pense entre autres à l'association d'Ulala qui donne des outils. C'est là ce matin. Hein. Ah oui, et moi je les admire beaucoup et qui donne donc des clés et des outils pour faire entrer les parents de cultures différentes dans des lieux comme les écoles,
les crèches, et c'est mon travail aussi, c'est de dire que c'est important de montrer des cultures différentes à d'autres enfants qui sont présents via les parents. Donc c'est aussi une façon de mettre en valeur. Et ce qui n'empêche pas à ces enfants d'apprendre le français, bien sûr, parce que parfois il y a des amalgames, c'est pas du tout du communautarisme que je Non, non. promeux, mais Au contraire, on s'aperçoit au que contraire. ça ouvre au français, souvent, hein. Et moi, j'ai remarqué dans mon association, toutes les personnes qui font partie de notre association, ça leur donne encore plus envie de s'investir dans la vie associative de la ville de Château-Thierry, justement parce qu'elles sont mises en valeur. Et sur l'écriture, parce que ça, c'est encore un pas. Souvent, il y a des langues qui sont que dans l'oralité. Mais on a précisément vu la joie des enfants qui retrouvent la calligraphie, la fascination des autres enfants en face de cette poésie qui donne la forme écrite et la geste. Et aussi la famille qui retrouve, qui sait parfois pas écrire, mais qui retrouve quand même une trace parce qu'ils ont vécu dans cette calligraphie. Donc, l'enfant devient l'ambassadeur ou l'ambassadrice pour toute la famille de redécouvrir et réapproprier une Ah oui, c'est histoire. génial. Et est-ce que vous êtes aussi dans l'écriture ou Alors, c'est honnêtement, plutôt nous, l'oral? c'est plutôt le côté oral. Mais par exemple, j'ai un membre, Aïcha, qui est marocaine et qui crée des ateliers donc de langue arabe pour les enfants à partir de 3 ans. Et pour elle, c'est important aussi donc de transmettre l'écriture arabe à ses enfants. Et même les enfants français sont les bienvenus dans cet atelier. C'est ça qui est magique. Et à Montreuil, on a voulu mettre notre enfant dans un cours de tel ordre. Il n'a pas été accepté parce Ah qu'il bon? n'était pas Et là, d'origine. c'est l'état d'esprit de la personne qui anime, hein. Là, moi, je Ouais, sais oui, que oui, tout Aïcha à fait. accepte tout le On est monde. très déçus parce que ça nous paraissait important de le faire et il Ouais. y a eu un retour Elle négatif. peut venir à Château-Thierry, ça fait peut-être un peu loin. Voilà, non? On va faire ça et puis en attendant, la petite, elle a grandi. Donc, je ne sais pas. Non, mais justement, c'est ça l'intérêt aussi, enfin, pour moi, la langue, c'est une culture qu'on doit partager. Et les enfants très jeunes sont très friands de ça, de voir comment on peut voir les choses différemment, entendre différemment. Et dans nos rencontres interculturelles qu'on fait une fois par mois, il y a des échanges magnifiques parce qu'il y a des façons de faire que certaines cultures n'ont pas, et ça permet des échanges. Par contre, honnêtement, dans nos groupes interculturels, toutes les personnes parlent bien français, donc on a quand même un lien commun. Après, le problème de la traduction, c'est un autre problème Je que je l'ai dit, n'aborderai pas. je l'ai dit un peu plus tôt ce matin, mais la ville de Genève a décrété l'obligation du plurilinguisme dans les crèches. Ah, génial. C'est vraiment important parce Une qu'il y a obligation. il y a indéniablement ce passage entre des initiatives, et vous en faites part, qui sont merveilleuses, et puis un homme politique doit prendre aussi la décision de généraliser les choses. Alors, pas facile, parce que bien entendu, les personnes qui sont là avec les enfants ne sont pas plurilingues, mais il y a eu toute une méthodologie qui a été développée notamment par Vera C'est Moncerveau, s'il vous intéressant. plaît, Christiane Perrigo. Christiane Perrigo, sur même si l'éducatrice n'est pas multilingue, comment doit-elle faire pour arriver à faire que des très jeunes enfants se mettent à parler ces langues multiples. Donc, via certainement l'aide des parents, via l'aide de livres, via l'aide de chansons, parce que les très jeunes enfants ont mémorisé ces chansons chantées à la maison. C'est presque un élément le plus facile de l'ouverture sur ces langues-là. Et tout ça, c'est extrêmement bien organisé à Genève. Ça vaut le coup Ah, d'aller génial. d'étudier cette chose-là parce que je ne l'ai pas encore entendu en France
alors que c'est une chose qu'une mairie progressiste pourrait facilement faire dans notre pays. Ah, c'est formidable. Marco, je te sens vouloir dire quelque chose, non? Oui, donc, enfin, moi, je trouve que les enfants, de toute façon, ils sont capables, dès la naissance, de comprendre n'importe quelle langue. Donc, c'est juste un problème de formation du personnel, d'accepter que autour d'eux, il y ait des personnes qui parlent des langues que eux-mêmes ne comprennent pas forcément. Mais pour des enfants, ça ne pose aucun problème. Et ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois. C'est, dès la naissance, un enfant peut comprendre n'importe quelle langue et son oreille va s'ouvrir d'autant plus. Et on sait que c'est de 0 à 5 ans que l'apprentissage est le plus Oui. rapide et le plus efficace. Donc, Oui, parce que je ne sais pas si vous savez, mais que chaque langue a des fréquences. Les fréquences de chaque langue sont plus ou moins hautes, plus ou moins courtes, plus ou moins basses. Et à la naissance, les enfants sont capables d'entendre toutes les fréquences de toutes les langues. Par contre, malheureusement, au fur et à mesure des années, cette capacité diminue. Et si on n'entend que du français qui a des fréquences très basses, mais l'enfant, l'oreille va se bloquer et après il va avoir du mal à entendre d'autres langues, donc à les parler et à les apprendre. Donc pourquoi pas dès le départ, à mon avis, c'est ce que je promeus dans mes conférences, faire entendre le plus de langues possible, le plus jeune possible, donc à la crèche. Et je trouve que c'est extraordinaire ce qui se fait à Genève. Ça viendra en France, j'en suis sûre. oui, 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 oui. Il faut On juste. peut On est faire, on peut faire un jumelage. un jumelage, oui. Surtout que Voilà, mon fils habite aux à anciens Genève. jours, on a fait ça, et ça, c'est toujours un prototypage, mais je pense que vous venez de dire, ça résonne avec Olivier Baude, et c'est peut-être le moment où il veut dire 2 mots sur le dispositif que tu as quand même créé. Oui, voilà. On en a parlé pendant 1 heure, Vera. Oui, mais ça, c'est quand même, Oui. ça peut être quand même le moment, ça fait là. Non, mais on peut dire 2 mots sur le laboratoire mobile des langues qui a comme mission d'aller au contact sur l'ensemble du territoire pour que chacun puisse découvrir la diversité linguistique et entendre justement les langues du monde et contribuer en versant ses propres paroles et ses propres langues dans une archive commune. Donc, ce dispositif-là est tout à fait dans l'optique de ce que vous proposez. Je vous préciserai juste une petite chose quand même sur les enfants et sur le fait qu'ils entendent toutes les fréquences. Ce qu'il faut quand même aussi prendre en compte, c'est qu'ils vont très vite se construire une langue et que pour se construire une langue, il va falloir faire un système phonologique et donc en discernant des sons par rapport aux autres. Et c'est qu'une fois que ce système est en place, il est beaucoup plus difficile plus il est construit, plus il est difficile d'en apprendre d'autres en même temps. C'est aussi pour ça qu'il est important que les enfants très jeunes puissent être confrontés à différents systèmes phonologiques. Ça leur donne une plus grande souplesse. Ça, c'est évident. Donc le laboratoire mobile est aussi là pour donner cette souplesse pour multilinguer. Souplesse pour multilinguer, ça, c'est une belle expression. Et je reviens sur une chose, je vois que les enfants deviennent les traducteurs et les traductrices. Ils sont dans une capacité d'expliquer à l'autre le monde, s'approprier et même d'inventer temporairement des langues métisées qui nous abandonnent plus tard, mais qui font qu'il y a parfois des enfants qui sont dans la même crèche, des copains, et à l'âge de 2 ans, ils papotent. C'est pas encore une vraie langue, mais ils papotent dans un système phonique que parfois que eux comprennent. Et c'est très fascinant, cette capacité de l'enfant qui peut prendre un rôle dans cet apprentissage. Même si le personnel, et je trouve c'est important ce que vous avez dit, ça change aussi une logique du savoir. Si je suis enseignante ou animatrice dans une crèche, je suis peut-être accompagnante et facilitatrice et pas forcément quelqu'un qui donne l'information à l'enfant.
qui encadre, mais qui aussi aide à émerger, même si je ne sais pas. Et ça, c'est une question de confiance en face de ce non-savoir, mais on a un savoir d'aider, de stabiliser, etc. Il ne faut pas forcément avoir le savoir de cette autre langue, et je trouve que c'est un message que vous avez porté qui est assez important. Et ce que je trouve très important aussi dans les enfants très jeunes, et ça je l'ai remarqué avec mes propres petits-enfants, donc à qui je parle le néerlandais depuis leur naissance, à 3 et 4 ans, ils sont déjà capables de savoir que une langue et un mot, par exemple, peut se dire de 2 façons différentes. Ils étaient capables de me dire à 3 ans, grand-père, il dit avion, et toi, Mita, tu dis vliegtuig, qui est quand même pas un mot facile. Ils avaient repéré et pourtant c'est la même chose. Donc je pense que dans leur cerveau déjà, quand un enfant entend plusieurs langues, il sait que il y a des concepts globaux, mais que c'est pas de la traduction pour un enfant. Et ça, je crois que c'est très important pour eux d'entendre très très tôt d'autres langues. Merveilleux. Marco, tu as un dernier commentaire? Tu as 4 minutes si tu veux. Non, non, j'approuve complètement. Je suis avec beaucoup d'intérêt vos propos. Tu rappelles, Rouetti, à l'époque, nous avions Christine Lepape-Racine qui a travaillé avec nous. Donc, c'est quelqu'un qui défend depuis au moins 25 ans ce que vous prônez aussi. Elle veut que les enfants entendent le plus de langues possible et que l'école primaire, même déjà les crèches, s'ouvrent, comme vous le dites, à cette richesse immense de tous les enfants qui sont là, qui parlent à la maison une langue maternelle. Et vous suis complètement ce que vous avez dit sur la langue maternelle. Il faut que je crois que la langue maternelle, c'est la raison, je crois que c'est la raison par laquelle, entre autres, en Suisse, nous avons très peu de problèmes avec les groupes étrangers. Nous sommes quand même le pays, la Suisse, qui a le plus d'étrangers en Europe. Mais nous avons très peu de manifestations, de troubles politiques. Je crois qu'une des raisons, c'est que, et ça coûte cher, c'est d'ouvrir les écoles aux autres langues. La Suisse, elle dépense une somme énorme pour des cours de langue pour que les enfants puissent parler et approfondir leur propre langue maternelle, que ce soit l'arabe, le serbe croate, tout ce que vous voulez. Je trouve ça très, très important. Grand merci. Et nous avons donc multilingué pendant 1 heure et c'était merveilleux. Je vous souhaite une bonne journée et nous allons passer vers un mot plus posé, je dirais, plus reconnu, accueillir. Accueillir.